Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. J'ai la chance de pouvoir accueillir aujourd'hui sur cet nouvel épisode Maude Baudier. Bonjour Maude. Bonjour. Alors très content de vous accueillir sur le podcast pour parler un petit peu de la dimension du mental chez l'entrepreneur. Oui. Vous entreprenez plein de choses, toujours intéressant de mettre en lumière les personnes qui osent se lancer des activités entrepreneuriales et pourquoi pas donner aussi envie aux autres de faire la même chose. Parfait. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu brièvement? Alors, moi je sais que vous avez lancé Smatchy il n'y a pas longtemps, mais bon, il n'y a pas que Smatchy, il y a plein de choses avant aussi. Alors, j'ai un parcours hyper atypique. J'ai fait école de commerce, ça on va dire que c'est plutôt classique. J'ai travaillé dans le monde du luxe en marketing et en communication. Après, j'ai été business développeur dans des startups digitales et j'ai été également chasseuse de tête dans le digital. Et en 2017, finalement, j'ai quitté le monde du salariat et de l'emploi, on va dire sécuritaire, c'est-à-dire CDI assez classique pour me lancer en entrepreneuriat, qui a mené à ce que je monte 3 concepts qui sont toujours actifs actuellement. Le premier, c'est Print Your Race, c'est un e-commerce sportif. Le second, c'est Les Bornés, c'est une communauté sportive autour de la place de la femme dans le cyclisme et le triathlon. Et le troisième, qui sort donc en septembre, c'est Smatchy, qui est une application mobile pour permettre à des personnes de se retrouver pour faire du sport entre elles. Donc un peu comme une application de rencontre sportive, rencontre au sens très large puisque c'est l'objectif de pratiquer. Et ouais, c'est 3. En tout cas, j'avais Smatchy, du coup j'avais tilté là-dessus parce que moi-même étant sportif, c'est vrai que c'est souvent, ça peut être un frein d'aller faire du sport seul et du coup de pouvoir avoir quelqu'un ou faire des rencontres par le biais du sport, je trouve ça génial en fait. C'est ça, mais c'était toute l'idée en fait, c'était de répondre à un besoin qui va être souvent le fait qu'on abandonne. On met de côté les séances sportives dès lors qu'on se retrouve seul. Il suffit qu'il pleuve, il suffit qu'il y ait X ou Y raison qui fasse qu'on va avoir un élan de démotivation. Et le fait d'avoir en fait quelqu'un qui nous attend dehors, souvent c'est un élan de motivation et ça nous permet d'éviter de bâcher la séance qu'on voulait faire de base. Et donc le fait de créer un collectif finalement autour du sport qui permette de rencontrer d'autres personnes avec qui pratiquer a pour objectif aussi de ralentir potentiellement l'arrêt du sport progressif chez les jeunes adultes jusqu'aux adultes. Bah oui, en tout cas, c'est super d'avoir lancé ça. Donc, ça sort en septembre, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, voilà le slogan. Ne plus jamais faire du sport seul. C'est exactement ça. C'est tout l'objectif. Pour commencer l'épisode, j'aime bien commencer par un petit warm-up. Parce qu'on est dans le sport, on va parler de warm-up. Et de faire un petit portrait chinois. Comme ça nous met un petit peu dans l'ambiance. Et puis après, on reviendra sur votre parcours. Okay. Et sur la dimension du mental dans l'entrepreneuriat. Alors, Maude, si vous étiez une couleur, quelle couleur choisiriez-vous et pourquoi? J'aurais tendance à dire le violet, c'est la couleur qui est partout sur les bornés. Je crois que c'est ma couleur préférée depuis que je suis petite. Donc c'est vraiment purement par affect. C'est une couleur que je trouve unisexe, jolie. Et d'ailleurs, elle est partout dans les bornés. Ok. Si vous deviez être un arbre, quel arbre choisiriez-vous? J'aurais peut-être tendance à dire un chêne, parce que c'est solide un chêne. Normalement, techniquement, c'est quand même des arbres qui sont un peu robustes. Exactement. Ouais, le chêne, ouais, tout à fait. Ils sont gros, les chênes. Votre plus beau voyage? Ça dépend, en fait, comment on va définir beau. Si on parle de paysage, j'aurais tendance à dire que c'était les Seychelles. Si on parle d'expérience humaine, ça serait la Malaisie. Quelle est la qualité qui compte le plus pour vous? Dans quel environnement? Allez, comme on est plus dans le domaine du travail, dans le monde de l'entrepreneuriat? L'honnêteté. Quel est le défaut que vous avez du mal à supporter chez les autres? La méchanceté gratuite. Si vous deviez être une devise, laquelle choisiriez-vous?
Il y en a une que j'aimais beaucoup qui était faite, je crois. Par contre, je ne vais pas la connaître par cœur. Je peux la retrouver. Je l'avais notée sur mon profil, sur un de mes réseaux sociaux. Croyez en vos rêves et ils se réalisent peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Ah oui, c'est vrai elle est chouette, celle-là. D'où la notion de la dimension mentale de la confiance en soi. C'est ça. C'est Martin Luther King qui a fait cette citation. Allez, une petite dernière, et après on va parler de votre parcours. Si vous deviez choisir une émotion, laquelle choisiriez-vous? La joie. Et pourquoi spécifiquement la joie? Parce qu'il y en a plein, il y a plein d'émotions. Bah, c'est quand même sympa la joie, non? Ah bah oui, je dis pas le contraire. Je pense que c'est tout ce qu'on cherche tous à être joyeux finalement quand on fait des choses. Enfin, je sais pas, pour moi c'est un peu le saint graal de l'être humain, ouais. Ouais, le moteur. Ça, là, du coup, si on rejoint un peu le domaine du sport, la joie, ça me fait penser un peu à l'athlète qui réussit sa performance, qui arrive au bout, un peu la consécration de sa course. Carrément. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser à une triathlète là, que j'ai interviewée, du coup, qui est chez les Bornés et qui vient de gagner une course. Ah, j'ai oublié son prénom. Dans les Alpes. Qui a fait l'Alpe d'Huez. Ah là, ça va me revenir. C'est une triathlète. Hein. Elles sont deux sœurs. J'ai interviewé les deux sœurs et j'ai oublié leur prénom. C'est ouf. Ah, Audrey Merle et Célia Merle. Voilà, c'est ça. Audrey. Voilà. Petit coucou. Toutes les deux, je les avais interviewées et du coup, elles sont chez les Bornés aussi, non? Il me semble. Ouais, tout à fait. Elles sont sponsorisées les Bornés depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises. J'étais content parce que du coup, je sais qu'elle avait été blessée en difficulté et là, du coup, elle a gagné une belle course. Ouais, non, c'est une athlète qui a un parcours de vie qui est hyper intéressant. Merci beaucoup. On va enchaîner par votre parcours. Alors, de quoi il est fait votre parcours? Comment ça s'est traduit pour arriver jusqu'au modèle de l'entrepreneuriat en passant par le salariat? Des opportunités, je dirais. Je pense pas que ce soit quelque chose que j'aurais pu écrire techniquement. C'est-à-dire que j'aurais pas envisagé le parcours que j'ai pu avoir. Ça a plutôt été des rencontres à certains moments qui m'ont donné l'accès à certaines opportunités et plutôt que de rester à regarder l'opportunité en disant ah peut-être pas, j'ai toujours eu un peu une mentalité de foncer et de tenter. Et au pire, ça me plaît pas, il y a toujours moyen de rebondir. Donc je dirais plutôt que c'est un enchaînement d'opportunités. Et c'est vrai que souvent c'est ça en fait, hein, une opportunité. Puis souvent elle se représente pas deux fois l'opportunité. Il faut se mobiliser. C'est rare, ouais. Ouais, il faut savoir la saisir au vol parce que des fois c'est autrement ça matche plus après. Votre parcours, école de commerce, c'est ça? Oui, École de commerce et après différents postes jusqu'à l'entrepreneuriat. Justement, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est jamais simple de se lancer dans l'entrepreneuriat et la vidéo un petit peu que j'ai relayée et que je trouve hyper intéressante, c'est notamment par le fait d'être une femme, d'oser entreprendre et toute la difficulté, on va dire, dans ce modèle-là et vis-à-vis des business angels, qui sont des hommes qui viennent questionner un petit peu, ils vont engager de l'argent dans un modèle économique et du coup, le fait d'être une femme, pour eux, ça peut poser certains problèmes, certaines difficultés. Dans ce que vous disiez, et ça, je trouve ça intéressant de le relayer parce que ma place, je trouve ça c'est un peu faux parce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs femmes qui osent, qui réalisent des très très belles choses. J'en ai interviewé quand même beaucoup sur le podcast et elles arrivent à mener de front vie de famille, vie professionnelle, leurs engagements. Alors c'est sûr que c'est un agenda bien rempli, mais en tout cas, il y a des très très belles réussites qui montrent que les business angels masculins se trompent là. Et ça va même encore plus loin, c'est-à-dire que malheureusement déjà, c'est quelque chose qui est très facilement nié. Je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance finalement sur mon poste qu'il y avait plus eu de l'approbation que de la désapprobation, mais je l'ai eu sur un post Instagram parce que j'ai relayé la même vidéo sur Instagram et c'est même une femme qui s'est permise de dire c'est faux ce que tu dis alors qu'elle n'est même pas dans l'investissement, elle n'a jamais levé de fonds. Et moi, ça me rend folle parce que je vois des gens en fait qui sont même pas parfois dans le milieu qui vont aller nier en disant non mais ça n'existe plus la misogynie. Malheureusement, si. C'est un peu comme dire que le racisme n'existe plus ou quelque chose qui malheureusement est un état de fait avec lequel les populations qui sont souvent les populations un peu plus minoritaires dans certains domaines continuent de se battre avec. Et en l'occurrence, dans le monde de l'entrepreneuriat, les femmes sont encore minoritaires au même titre qu'elles sont encore minoritaires dans les comités de direction. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même suffisamment relayé, médiatisé pour qu'on, d'autant plus étayé par des chiffres, des études et des analyses, pour qu'on ne puisse ne pas le remettre en question et qu'on puisse juste le voir comme un état de fait. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer? C'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, c'est de se dire est-ce qu'on peut l'améliorer. Malheureusement, à date, l'environnement de l'investissement est composé, et je vais tirer le trait à fond, mais c'est une réalité, d'hommes de plus de 50 ans, blancs, cisgenres. Et ils se retrouvent avec cette nouvelle génération qui débarque, qui est une génération qui casse les codes, qui a l'habitude déjà de casser les codes depuis plusieurs décennies,
puisqu'on n'a pas forcément eu la même éducation, l'accès au même degré d'information, les mêmes outils mis en place. On n'a peut-être pas eu aussi finalement le même discours autour de nous, parce que la génération qui arrive, on entend beaucoup parler du fait de « tu peux le faire », avec cet énorme, moi j'ai toujours le « you can do it » d'Obama, mais c'est une réalité en fait avec laquelle la génération a été confrontée et qui fait qu'on se retrouve avec littéralement un conflit en fait générationnel, où on a face à nous des gens qui considèrent que la femme n'a pas sa place dans l'investissement, qu'elle est moins solide. Lui confier de l'argent, c'est prendre un risque encore plus important que de le confier à un homme, qui de toute façon, s'ils investissent chez les femmes, vont demander, moi, ce que j'appelle ceinture bretelle, c'est-à-dire des garanties, un chiffre d'affaires, de la stabilité financière, et c'est pas ce qu'ils demanderaient à des hommes. Il y a malheureusement encore autour de moi beaucoup de femmes, et moi y compris, qui galèrent à lever des fonds. On a vraiment cette difficulté à convaincre, alors que on a quand même dans ces boîtes-là, c'est souvent des pitcheuses quand même qui sont à la tête de ces projets, c'est des anciennes commerciales, etc. Donc si elles arrivaient techniquement à être excellentes commerciales, elles devraient l'être également pour leurs produits. Et de l'autre côté, on a des mecs qui parfois sont des ingénieurs qui savent pas aligner 4 mots correctement et faire correctement de la pub de leur projet, mais c'est des mecs qui présentent un PDF et ils vont réussir à lever 2, 3 fois plus que nous on pourrait lever. Et c'est extrêmement frustrant quand tu te retrouves de ce côté de la barrière, parce qu'en fait, tu vois juste ça se passer sous tes yeux. Et à part dire, c'est franchement pas juste, en fait, tu peux pas faire grand chose parce que c'est l'argent de ces personnes. Elles ont le droit d'en faire ce qu'elles veulent. C'est leur propriété. Mais en même temps, tu sais que ce que tu proposes est 2 à 3 fois plus solide que ce que propose le gars à côté de toi qui va lever 2 à 3 fois plus que toi. Et donc, il y a cette frustration énorme qui se développe chez les femmes et qui, malheureusement, à date, n'est pas encore résolue et adressée, parce que même si des réseaux de business angel féminins existent, beaucoup ont des thèses d'investissement encore dites masculines. Et donc, finalement, elles vont investir sur la même chose que leurs homologues masculins investiraient. Ce qui, certes, vient diversifier le panel d'investisseurs. On a des investisseurs femmes qui sont présentes, mais vient pas forcément diversifier la façon d'investir. Et ça, c'est le vrai sujet, moi, auquel je me suis retrouvée confrontée, c'est que je me suis retrouvée confrontée avec des fonds d'investissement, même féminins, qui me demander d'avoir en chiffre d'affaires le montant que je levais. C'est-à-dire, tu demandes 500 000 euros, il faut que tu fasses 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ça n'a pas de sens. Enfin, si je faisais 500 000 euros, je ne lèverais pas 500 000. Enfin, c'est assez étrange quand même comme mécanisme. Et qu'on ne demande pas aux hommes. On ne demande pas les mêmes garanties. Après, ce genre de combat, on le voit aussi dans le sport. Hein, automatiquement, je sais pas pourquoi, je pense au magazine Les Sportives qui met en valeur les sportives féminines. Du coup, pour qu'il y ait une égalité aussi médiatique, les hommes et les femmes, notamment dans le sport. Finalement, ça se rejoint un peu beaucoup quand on voit les différences de proportion salariale entre un homme et une femme. Alors là, je parle par exemple le monde du football, mais c'est juste diamétralement opposé, quoi. Donc, en fait, c'est dans tous les sujets. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut pas encore prétendre à dire qu'il y a de l'équité, quel que soit le sujet, entre les hommes et les femmes. D'autant plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Je sais pas si vous avez lu le dernier baromètre lancé par le collectif Sista, mais c'est un collectif, en fait, de femmes entrepreneurs et de femmes dans le monde de l'investissement qui sortent chaque année un baromètre. Et ce baromètre fait un état des lieux du marché de l'investissement et met en avant le fait que il y a des femmes seules, des femmes associées à des hommes et des hommes seuls, en gros, et même associés entre eux. Et montre la quote-part, finalement, de fonds levés en fonction des proportions, allant des petits levées de fonds, donc 500 000 euros à 1 million, jusqu'à des très, très grosses levées de fonds. Et plus déjà on monte dans le montant des levées de fonds, moins il y a de femmes. Et d'un point de vue global, les femmes solo founders attirent 2% des fonds. Et ça fait écho à quelque chose auquel j'ai échangé ce matin encore avec une jeune femme qui me disait qu'il n'y a pas longtemps, lorsqu'elle cherchait à lever des fonds, collectif de femmes, donc un collectif de femmes de fonds d'investissement, lui a recommandé de s'associer avec un homme pour lever plus facilement. Ah oui. C'est-à-dire que même les collectifs d'associations de femmes investisseurs vont dire à une femme, tu veux lever plus facilement, associe-toi à un homme. Comme si c'était un gage de qualité, juste parce qu'il y a quelqu'un qui est d'origine masculine à côté de nous, ça va forcément vouloir dire que le projet va mieux se porter. Ce qui est ridicule, en fait, on dit même pas, va chercher une compétence, va chercher, il pourrait dire, je sais pas, associe-toi à une personne qui est tech, ou associe-toi à un profil commercial, ou associe-toi à ceci pour venir compléter potentiellement tes lacunes. Et donc là, on parle de compétences. Non, on associe forcément à un genre. Et c'est là où je trouve que c'est complètement biaisé, parce que il y a des nanas qui sont bien plus brillantes que des mecs, il y a des mecs qui sont bien plus brillants que des nanas, hein, ça va dans les deux sens. Mais donc, c'est pas forcément un gage de qualité d'avoir un mec à côté de toi. La question, c'est quel est son panel de compétences et sa capacité à activer certains leviers. Ça vaut le coup de lever des fonds, mais avec des investisseurs étrangers qui n'auraient pas forcément ce modèle de genre. Ça fait partie de mes objectifs. J'ai remarqué qu'on me posait moins de questions dès lors qu'on n'était pas en France sur justement mes aspirations personnelles, c'est-à-dire ma volonté à me marier, à avoir des enfants. Donc, je fais partie de ces personnes qui vont très probablement internationaliser très rapidement leur capital. Je trouve ça dommage parce qu'après, on vient se plaindre qu'il y a très peu de
boîte française portée par des fonds français et qu'en fait, finalement, c'est pas hyper vertueux ce qui se passe en France. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, c'est la conséquence de la mentalité des investisseurs français et qu'il faudra pas s'étonner après que les boîtes, elles s'exportent et qu'elles s'exportent limite en délocalisant le siège social. Parce que si demain, on est financé par des Américains qui disent, OK, mais il faut que ton siège, il soit à Los Angeles. Oui, mais s'ils proposent 4, 5, 20 millions d'euros, j'en sais rien, alors qu'en France, on n'arrive pas à lever ces fonds-là, l'arbitrage, il va être très rapidement fait. Et ce qui est tout à fait logique, en fait, puisqu'on va chercher à pérenniser l'entreprise qu'on fait, on va chercher à la développer. Finalement, l'ego de vouloir rester sur le territoire national n'a pas de sens si ça veut dire pouvoir créer de l'emploi, si ça veut dire pouvoir créer finalement une économie vertueuse. Ouais, finalement, ça prend tout son sens, hein. C'est une vraie question. Bon, on espère qu'avec le temps, on ira vers quelque chose de plus égalitaire et de plus juste, on va dire ça. Ça va arriver avec peut-être une nouvelle salve d'investisseurs. Moi, je le vois dans mes investisseurs, ils sont plus jeunes finalement que les investisseurs classiques. On est sur des trentenaires qui ont peut-être pas les moyens et les capacités financières d'un cinquantenaire qui va pouvoir fonder à 50 000, 100 000, 150 000 euros. Eux, ils vont mettre des tout petits tickets. Mais ces personnes-là, elles vont être déjà sensibilisées dès maintenant, en fait, au fait qu'elles peuvent investir sur des femmes. Et quand ces personnes vont arriver à la cinquantaine, auront peut-être un capital un petit peu plus important à investir, auront beaucoup moins de réticence à investir dans des projets détenus par les femmes. Je vois très bien. Maud, si tu es d'accord, on va parler un peu du mental et du mental qu'il faut dans l'entrepreneuriat pour se lancer. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quand je te dis le mot mental, comment tu le définis, toi? Je pense que moi, j'ai toujours dit que l'entrepreneuriat tel que je le voyais, c'était de la résilience. C'est un peu le mot qui me revient toujours à l'esprit quand on me demande c'est quoi d'être entrepreneur, c'est d'être résilient. Ça s'associe finalement avec cette notion de mental. C'est-à-dire que c'est vraiment un mot qui, pour moi, fait écho à toutes les dimensions de l'entrepreneuriat et tout ce qu'on va y vivre. Et pour toi, les qualités indispensables à avoir pour entreprendre d'un point de vue mental, ça serait la résilience déjà. La résilience, ouais. La d'autres? Les qualités. Beaucoup d'organisation. C'est-à-dire qu'il faut être capable faire des clusters dans son esprit, savoir vraiment, là, je suis focus sur ce sujet à cet instant T et je mets l'ensemble de mon énergie, l'ensemble de mon intensité sur ce sujet et je me disperse pas parce qu'on peut très, très vite, quand on est entrepreneur, à se retrouver sur 15, 20 dossiers chauds en même temps et il faut savoir comment prioriser les choses et comment s'organiser pour pas se retrouver super débordé et avoir la sensation, en fait, de se noyer. Et le dernier point, pour moi, c'est avoir une confiance en soi inébranlable parce qu'en fait, des personnes qui vont chercher à te détruire, il y en a pléthore, parfois même dans ton propre réseau, parfois des personnes que tu connaissais qui vont te lancer des punchlines où tu vas dire, mais waouh, c'est littéralement gratuit. Et donc, il faut que tu sois capable, en fait, de te dire, je m'en fous. Franchement, littéralement, ça ne m'atteint pas. Je sais pourquoi je fais les choses. Je sais vers où je veux aller et je laisse les autres faire leur arbitrage, être ou non dans l'aventure et ça s'arrête à ça. Il y a une certaine forme de, je pense, solidité qu'il faut avoir sur un peu tous les plans de la vie entrepreneuriale. On va revenir sur la confiance et on reviendra aussi sur le regard des autres. Pour développer ce mental, est-ce que tu utilises au quotidien des outils, des choses qui te permettent certainement des choses pour planifier, puisque tu m'as dit qu'il fallait être très organisé, mais est-ce qu'il y a des choses que tu utilises dans la dimension mentale qui te font du bien, des outils? Alors, il y en a qui font du yoga, il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du sport, enfin voilà, il y a pléthore de trucs. Toi, c'est quoi les choses qui te font du bien et qui te permettent de mentalement être solide et aller bien, en fait? Faire du sport et partir en vacances. Eh ben ouais, 2 choses simples. C'est ça. Non, j'ai pas d'outil magie. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire va peut-être être un peu décevant pour les personnes qui n'ont pas cette mentalité, cette personnalité. Mais pour moi, être entrepreneur, c'est quelque chose que tu as en toi. C'est très difficile, je trouve, de le bâtir from scratch. Faut que tu aies des bases. Et ces bases-là, je les avais. J'étais déjà résiliente de base. J'avais un mental assez fort. C'est-à-dire que tu me disais, non, tu n'y arriveras pas. J'étais, ah ouais, tu vas voir. J'ai toujours eu cette mentalité dès toute petite. Ce qui fait que ça a été peut-être plus intuitif de pouvoir me battre pour les idées auxquelles je croyais. Et je pense que c'est un peu la même chose que les sportifs, c'est-à-dire au même titre que tu as une capacité physique naturelle et supérieure très probablement à la moyenne parce que tu as potentiellement cette chance génétique. Tout le monde n'est pas né de la même façon. Moi, j'avais cette chance d'un point de vue solidité intellectuelle et capacité finalement à encaisser. Et ça a toujours été dans moi. Donc, je pourrais pas donner de formule magique pour les personnes qui ne l'ont pas de façon innée parce que malheureusement, pour moi, j'ai eu cette chance-là. Finalement, un entrepreneur, c'est un peu être sur un ring de boxe. Hein. Ouais, mais c'est ça, si tu prends des coups en permanence. Moi, j'appelle ça les montagnes russes plutôt que le ring de boxe. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, ça se trouve, tu vas être déjà dans le down. T'as juste pas du tout envie. Franchement, honnêtement, tu préférais rester au lit, mais tu vas te lever.
Parce que tu sais ce qui t'attend, tu sais les emmerdes que tu dois gérer. Puis après, tout d'un coup, t'as une super bonne nouvelle et t'es en mode pump it up, t'es à la limite d'appeler tous tes potes en disant « Ah, il s'est passé ça, c'est génial !» Puis 1 heure plus tard, t'as, je sais pas, un contrôle URSAF ou j'en sais rien, ou des trucs vraiment chiants que t'as pas envie de gérer. Ou ton comptable qui t'appelle parce qu'il faut que tu lui envoies 55 documents de justificatifs et tu vois la liste et t'as juste envie de te pendre. Et ces trucs-là, en fait, faut être capable de gérer avec ces moments d'euphorie et ces moments, finalement, où t'as tout envie de plaquer. Et je connais pas un seul entrepreneur qui n'a pas eu à un moment envie de tout plaquer. Et c'est limite, ça fait partie du processus parce que ça fait partie du pourquoi je fais ça. Il faut que tu te retrouves tes propres raisons de motivation pour pouvoir te relancer en fait dedans. Et c'est impossible d'être toujours pumped up et toujours tout va trop bien et toujours tout est génial. Il y a plein de moments où parfois, je connais dans tout mon entourage des entrepreneurs qui se sont posés la question de « Ah, ce serait tellement plus simple si j'étais retourné salarié ». Et après, ils se disent « Ok, mais je me souviens de pourquoi je voulais pas être salarié ». Et pour moi, c'est un cycle. Tu vas forcément passer par ces phases-là. Tu évoquais l'indispensable confiance en soi qu'il faut posséder pour être entrepreneur. Si on revient sur ton cas personnel, comment tu l'as développé ta confiance? Je dirais que ça doit être mes parents. Parce que je l'ai toujours eu, pareil. Ça a toujours été un peu en moi. Donc, je pense que ça doit être le fait d'avoir eu des parents qui m'ont montré l'exemple. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une maman qui était qui bossait beaucoup, donc qui était déjà très investie, qui était très investie dans le monde professionnel et qui, pendant une période, gagnait d'ailleurs plus que mon père, qui lui-même avait déjà un job exceptionnel. Donc, j'ai vu ce côté femme de pouvoir, femme entrepreneur, en quelque sorte, parce qu'elle était salariée, mais elle faisait de l'intrapreneuriat, qu'on appelait de l'intrapreneuriat, et ambitieuse surtout. Et je pense que ça te donne un rôle modèle. Et après, c'est le discours qu'ils ont eu très probablement avec ma sœur et moi-même, qui était de dire, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, c'est vous qui décidez, en fait. Laissez pas quelqu'un décider si vous êtes capable ou pas capable. En nous rendant très autonomes, en n'ayant pas besoin de dépendre d'un homme, enfin, toutes ces choses qui ont fait qu'on a été éduqués d'une façon à, je pense, nous donner ces ailes qu'on a pu déployer dès lors qu'on s'en sentait capable. Si je te dis, parce que souvent en France, on évoque souvent le mot échec. Moi, c'est pas forcément un mot qui fait partie de mon vocabulaire. Je préfère le mot expérience, mais on entend souvent droit à l'erreur, échec. Toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? Si t'en as pas, tu sais pas ce que c'est le succès. Pour moi, ça fait partie du cycle, en fait. C'est déjà, les difficultés, t'en as en permanence. C'est-à-dire que tout petit, on vit des difficultés. On va pas comprendre un exercice de maths, on va avoir du mal à apprendre l'anglais. Enfin, on a connu des difficultés tout au long de notre vie, d'un point de vue scolaire, d'un point de vue social. Donc, ça fait partie pour moi d'un cycle d'apprentissage. Et surtout, en fait, tu peux pas savourer le succès si t'as pas connu, pour moi, l'échec. Ça va avec. Ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que je vais faire un exemple, mais tout bête, mais qui est sportif. Il y a cette séance potentiellement sur piste que tu vas aller faire d'athlétisme parce que tu prépares ton marathon et tu vas foirer, mais toutes tes allures, tu n'y arriveras pas. Et la séance, elle est juste inutile dans un sens où tu n'as pas fait ce que tu devais faire d'un point de vue allure, mais dans la réalité, elle est super utile parce que quand tu vas passer ta ligne d'arrivée, tu sauras pourquoi tu l'as fait. Et d'autant plus en faisant le temps que tu voulais, etc. Et pour moi, il y a cet effet un peu balancier où tu peux pas autant savourer, je pense, le moment où tu as réussi si tu n'avais pas eu toutes les galères que tu as eues derrière. J'ai d'autant plus d'appréciation, moi, de tout ce que j'arrive à mettre en place, tous les petits succès, que je sais à quel point derrière, ça a été des nuits d'angoisse, un travail extrêmement compliqué parfois, et où je pense que je le savoure d'autant plus. On revient sur le regard des autres. Tu disais que, du coup, dans l'entrepreneuriat, voilà, on a vite fait d'avoir des haters? Ouais, des haters, je veux dire des détracteurs ou des gens qui... Alors déjà, est-ce que tu t'es affranchi de ça tout de suite? Ou est-ce que tu as travaillé dessus? Comment tu gères? C'est super dur de s'en affranchir. Je pense que malgré tout, malgré la maturité que tu peux obtenir au fil des années, c'est hyper dur de s'en affranchir parce qu'il y a toujours une personne à qui tu tiens qui, si elle te dit quelque chose qui va te blesser, ça va forcément t'affecter. Tu peux pas être à 100% détaché émotionnellement de tout ce qui se passe autour de toi, sinon je pense que tu es à la limite d'être un psychopathe. On a tous naturellement des émotions qui sont plus ou moins fortes selon les personnes qui s'adressent à nous. J'ai plus tendance, en fait, à n'avoir rien à faire des gens qui sont pour moi pas du tout des modèles. C'est-à-dire, en fait, les gens qui ont la critique facile mais qui n'ont jamais rien fait de leur vie, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu ne sais même pas ce que je vis au quotidien. Par contre, elle va être beaucoup plus difficile, cette critique, si j'ai face à moi quelqu'un qui vit exactement les mêmes choses que moi. Parce que dans ce cas-là, je le prendrais plus comme finalement un pied d'égalité de conversation. C'est-à-dire qu'on est finalement en train de vivre la même chose et tu vas me dire que ce que je fais est complètement merdique et je vais vraiment me remettre en question. Parce que je vais vraiment me demander à quel point est-ce que ce que la personne va me dire va être vrai et ça peut beaucoup plus m'affecter. Donc, c'est littéralement impossible pour moi d'être 100% détaché. C'est juste que tu vas être attaché à un certain type de personne par rapport à un certain sujet. Et ça va pas t'affecter de la même façon et chaque personne a sa dimension. Il y en a qui vont t'affecter sur le plan affectif, émotionnel. Il y en a qui vont t'affecter sur le plan de la vie personnelle. Il y en a qui vont t'affecter sur le plan professionnel. Tout le monde n'a pas forcément toujours la même casquette d'ailleurs.
On dit souvent que l'entrepreneur est seul, mais on peut aussi bien s'entourer. Ouais. Il y a quelque chose qui est, du coup, qui est important de bien s'entourer. Est-ce que toi, tu as une équipe autour de toi? Comment ça se passe? Ah oui, bah déjà, j'ai mes actionnaires, j'ai un board, donc j'ai constitué un groupe de plusieurs personnes qui m'entourent d'un point de vue professionnel. Et après, j'ai la famille et les amis qui vivent up and down, justement, les fameuses montagnes russes quotidiennement, parce que ils peuvent très bien recevoir un message hyper euphorique parce qu'il s'est passé un nouveau deal et qu'on est super content parce que ça va donner 2 mois de trésorerie à l'entreprise et que 2 mois de trésorerie, c'est toujours ça de prix. Comme des gros mondes down où tu sais même plus comment tu vas faire pour payer tes salariés et là, tu t'endors pas et tu fais des messages aux personnes en disant, mais franchement, qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc oui, évidemment qu'on est entouré et je pense que c'est d'ailleurs grâce à ces personnes-là que les entrepreneurs lâchent pas. Tu as besoin, c'est vital de pouvoir avoir ces personnes qui vont juste peut-être calmer tes émotions à un instant T. Alors, du coup, quand on est entrepreneur et qu'on a ce up and down, comment on fait pour, malgré tout, rester motivé, avoir quand même une ligne directrice positive? Moi, je me mets des objectifs perso. Ça peut être des objectifs en chiffres, ça peut être des objectifs en tâches réalisées, ça peut être la date de lancement de l'application, ça peut être le fait d'avoir rencontré telle personne parce qu'elle peut m'ouvrir telle porte. J'ai des sortes de petits objectifs au fur et à mesure, comme une échelle. Et tu grimpes marche par marche l'échelle. Ok, step by step. C'est ça. Et comme vous disiez si justement tout à l'heure, c'est petit succès par petit succès, quoi. Ouais, parce que le problème souvent des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils veulent tout de suite le gros succès. Hyper dur à obtenir. Enfin, c'est pas aussi facile qu'on l'imagine. On voit tout de suite les grosses success stories américaines, mais en fait, ce qu'on raconte pas, c'est tous les échecs qui se sont pris avant, toutes les grosses claques qui se sont pris et que ça fait partie du jeu. Et quand on voit que là, Blablacar est rentable pour la première année, cette année, ça fait, je crois, 20 ans qu'ils existent. Bon, il faut quand même remettre en perspective le truc en se disant, bon, c'est pas si inconcevable que je galère, en fait. Malheureusement, je pense qu'en se mettant des objectifs trop hauts, on est très vite démotivé parce que c'est super dur de l'atteindre. Donc, c'est un peu, je fais une analogie avec le sport, mais c'est un peu comme se dire, je veux courir mon premier marathon à telle allure. Moi, j'ai toujours dit, le premier marathon, tu y vas pour le finir déjà. Et regarde ce que ton corps fait et ensuite donne des objectifs d'allure sur la base de ce que tu as fait sur ton premier. Mais aller courir son premier marathon, immédiatement un énorme objectif hyper ambitieux, c'est le meilleur moyen de s'en dégoûter pour moi, et le meilleur moyen d'aller à l'échec et en fait finalement de se dévaloriser, alors qu'en fait non, ça veut pas dire que t'es pas bon, ça veut juste dire que ton corps il a besoin d'apprendre et fur et à mesure en fait tu vas y arriver et ton objectif saint graal, mets-le dans 2-3 ans et entre-temps mets-toi des objectifs intermédiaires. Si je comprends bien, il faut quand même avoir des objectifs et se fixer un plan pour réussir. Ah oui. Tu sais pas où tu vas le matin quand tu te lèves, c'est le meilleur moyen pour tourner en rond et perdre 3 mois de ta vie. On va parler un peu d'émotion. Est-ce que du coup quand on est entrepreneur, je pense qu'on a certainement du stress et de la pression à gérer au quotidien. Quels sont vos moyens de les gérer? Je fais du sport. Parce que je fais du sport, j'essaye de m'accorder des moments personnels, dont les vacances, parce qu'on voit toujours ça comme le fait d'être un fainéant que de partir en vacances, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est un reboot. Et accepter d'envoyer chier les gens quand tu es en vacances. Et ça, c'est un apprentissage hyper compliqué parce que personne n'est indispensable. Genre, la plupart des cas que tu traites dans ton entreprise, ça peut attendre 1 semaine. Il y a personne qui va mourir. T'es pas chirurgien du cœur avec un enfant sur la table. Hein. La plupart du temps, on a des jobs quand même qui sont pas à ce point essentiels. Et on a tendance, en fait, à ne pas savoir décrocher, pas savoir dire non. Et ça, c'est un vrai apprentissage, moi, que je continue à faire, mais qui est essentiel pour sa santé mentale. De vraiment dire, franchement, là, t'es sur mon téléphone perso, il est 22h, t'es en train de m'écrire, je suis dans les bras de mon mec, laisse-moi tranquille, envoie-moi un mail. Ça, je l'ai fait plusieurs fois parce que j'avais des personnes qui m'écrivaient sur mon WhatsApp et quand tu sais, en plus de ça, des gens, au fur et à mesure que tu les fréquentes, qui deviennent des amis, mais qui sont aussi peut-être des prestataires et que eux, à 22h, ils t'envoient un truc boulot et que toi, t'es en train de faire toute autre chose. Il faut savoir dire, écoute, passe-moi un mail. Et moi, je l'ai fait il y a pas longtemps. J'étais en vacances. On m'a écrit par rapport à un truc de comptabilité. Je fais, envoie-moi un mail. Voilà. Là, t'es sur mon WhatsApp. Si tu veux m'écrire sur mon WhatsApp, franchement, demande-moi comment je vais. Moi, juste, salut, ça va? Tu fais quoi de ta vie? Mais viens pas me parler boulot. Voilà. C'est surtout quand tu sais que je suis en vacances parce que sur Instagram, je l'ai diffusé, etc. Et ça, c'est pour moi, une vraie limite à savoir mettre et à apprendre pour être bien dans ta tête. Sinon, tu décroches jamais et à un moment, tu vas vriller, en fait. Ouais, je comprends. Moi, j'ai beaucoup de chance alors aujourd'hui. Pourquoi? Pour être accessible à une super interview. Ça fait quand même partie des moments de vacances. Écoute, oui, très bien. Merci beaucoup. C'est vraiment des questions que je pose souvent à des invités plus sportifs. Vous êtes sportifs, mais en tout cas, j'aime bien poser cette question de cette capacité à rester focus sur une tâche. Et parce que très souvent, on a quand même beaucoup de distractions possibles. Ouais. Comment on fait quand on est
entrepreneur avec beaucoup de choses à gérer pour tenir cette concentration sur une tâche bien précise. Je suis pas un bon exemple pour le coup sur ça. Pour une raison très simple, c'est que je fais partie de ce qu'on appelle, alors ça va faire sourire parce que maintenant les gens voient la série HPI. Je sais pas si vous voyez le truc qui est sorti sur TF1. Bon, je suis très très loin de l'excès du personnage de Morgane, parce que c'est très caricatural. Mais j'ai cette chance d'être ce qu'on appelle au potentiel. Et c'est bien avec la capacité à pouvoir d'autant plus faire 2-3 choses en même temps. Donc, je suis peut-être pas forcément le meilleur exemple sur ça parce que j'ai su exploiter au maximum mes compétences et être capable de monter un dossier financier en même temps que de répondre à quelqu'un sur le téléphone, en même temps que d'avoir une série qui passe à la télé et de réussir à tout bien faire. Mais c'est parce que j'ai cette chance d'avoir ce cerveau qui fonctionne en dissociation. Maintenant, moi, si je dois donner des conseils à des personnes qui n'ont pas forcément ces outils-là à disposition, j'aurais tendance à dire, en fait, de se couper et de s'isoler du monde. En fait, de faire littéralement l'opposé de ce que je fais et de mettre le téléphone en ne pas déranger, en mode concentration, de ne pas avoir la moindre distraction, d'avoir un environnement professionnel, c'est-à-dire ne pas travailler dans sa chambre, ne pas travailler sur son canapé, avoir cet espace, en fait, dédié au boulot qui fait qu'en fait, c'est la bulle boulot. Et on se donne un objectif à chaque moment de la journée. C'est-à-dire que ce matin, tiens, mon objectif, c'est d'avoir fait ça et ça. C'est mes 2 objectifs. Si je fais plus, tant mieux. Ça veut dire que j'ai eu du temps rap, j'ai été efficace, j'ai été productif. Si je dois faire moins, déjà, ça veut dire que j'ai mal estimé mon temps. Donc, il faut que je réapprenne sur ça pour savoir bien réestimer mon temps la prochaine fois que ces tâches reviennent dans mon agenda. C'est vraiment, pour moi, le conseil, ça serait d'apprendre à retirer justement cette multi-connexion qu'on peut avoir qui vient complètement perturber les gens et qui font qu'ils sont mais pas du tout productifs. Il y avait un livre qui disait que quand tu as été dérangé sur une tâche, imaginons, on est en train de faire un document, quel que soit le document, et on reçoit un texto, on prend le téléphone, on regarde le téléphone, on met 5 à 10 minutes à se remettre complètement dans la tâche, c'est-à-dire à être 100% focus. Donc, il suffit qu'il y ait une notification toutes les 5 minutes sur votre téléphone, vous serez jamais à 100% focus sur votre tâche. Donc, le fait de pouvoir apprendre à déconnecter est hyper important. Ouais, c'est important. Après, justement, j'ai été référent en fait pour la FEP, une association pour les enfants à haut potentiel. Mais c'est vrai qu'il y a des gens en fait qui ont cette capacité-là à pouvoir faire plusieurs tâches en même temps et à les faire de manière efficiente. C'est ça. Mais après, il faut trouver ça, il faut trouver sa manière de fonctionner en fait au final. C'est ça. Chacun a sa méthode. Par exemple, moi ce matin, j'avais un truc hyper redondant à faire où je savais que ça allait juste être de la tâche répétitive et qui me nécessitait mais 0% de mon attention. J'avais littéralement une série en même temps. J'avais pas besoin que 100% de mon attention soit sur ce que j'étais en train de faire, puisque de toute façon, c'était vraiment quelque chose de répétitif que mon organisme allait limite répéter sans que j'aie à réfléchir. Bien sûr, demain, j'écris un contrat pour quelque chose de juridique extrêmement important. Je vais me couper et je vais m'isoler parce que là, il y a un degré d'importance où la petite erreur peut avoir des conséquences bien plus grosses. Donc, faut aussi savoir arbitrer sur comment faut se connaître, en fait. Faut connaître son cerveau, son mode de fonctionnement. Et chacun est chacun a ses propres méthodologies. On ne peut pas faire de généralité sur ça. C'est pas du tout la même façon de penser d'une personne à une autre et il faut qu'elle se connaisse mieux que les autres ne la connaissent sur ce plan-là pour le coup. Ouais, c'est vrai. C'est important, ça. Il faut vraiment d'apprendre à le faire tôt, en fait. Quand on est étudiant, tout ça peut aider, quoi. C'est ça. Il faut que ça devienne des réflexes et juste, je sais ce dont j'ai besoin à un instant T pour faire telle tâche. Allez, une petite dernière. Souvent, on entend, pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui. Oui, complètement. Ça revient encore à la résilience. La résilience, c'est la notion pour moi on va essayer de t'écraser, on va essayer de couper les jambes, on va tout faire en fait pour que tu repousses pas et que tu continues à pousser. Et c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je suis intimement convaincue que les personnes qui réussissent sont des personnes qui n'abandonnent pas. Et ça veut pas dire qu'elles n'ont pas eu des difficultés, ça veut pas dire qu'elles sont pas passées à 2 doigts de la faillite, ça veut pas dire, j'en connais plein des entrepreneurs maintenant à succès qui sont partis avec leur gros chèque après avoir revendu la boîte, ce qui était 2 doigts de la faillite, qui ont licencié la moitié de leurs salariés, si ce n'est plus, et qui ont vraiment vécu des moments où t'as pas envie de les vivre en tant qu'entrepreneur. Tu n'as pas signé pour ça, en tout cas, c'est pas l'objectif. Et clairement, ce qui a fait le succès de chacun d'entre eux, c'est de la résilience, c'est la capacité à dire, je lâche pas. On va retrouver des solutions, on va réadapter le business model, on va le refaire, le refaire, jusqu'à ce qu'on trouve la solution qui fonctionne. Et pour moi, c'est ça la résilience. Et d'ailleurs, j'ai prévu dans pas longtemps de publier un contenu justement sur ça, parce que moi-même, je suis passée plusieurs fois au bord de la faillite dans des circonstances comme le Covid, par exemple. C'est des choix et des arbitrages que tu fais de dire non, je lâche pas, je vais jusqu'au bout. Oui, c'est le fait de pas abandonner finalement, de continuer, de croire dans l'objectif final et après de s'adapter. C'est pour ça que je dis que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une mentalité, c'est un type de personne et tout le monde n'est pas fait pour ça. Et d'ailleurs, c'est pas grave. C'est-à-dire que on voit tellement l'entrepreneuriat comme une sorte de saint graal, de succès, etc. Mais il y a des gens qui sont très heureux en salariat, qui vivent leur meilleure vie, qui sont épanouis intellectuellement, émotionnellement, et c'est fait pour eux, et tant mieux. Et d'ailleurs, nous, on a besoin de ces personnes-là parce qu'on a besoin de ces profils
qui sont capables de pouvoir s'épanouir dans un poste en salariat, parce que sinon, il n'y aurait pas de boîte, ça n'existerait pas. Et il faut qu'il y ait forcément de tout. Et il faut arrêter de voir l'entrepreneuriat, à mon sens, comme étant ce saint graal de la liberté, de la personne qui est digital nomade, qui peut bosser partout, qui gagne des millions, qui est super content de tous les aspects de sa vie. Ça reste un être humain, il a ses galères, il y a des moments difficiles financiers comme tout le monde. Il faut arrêter de le sacraliser, pour moi, de le mettre comme un piédestal et remettre ça dans la réalité de ce que c'est. C'est un job dur et que parfois, il y a des personnes qui, je pense, feraient mieux de prendre de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire de chercher dans des entreprises des projets dits entrepreneuriaux, mais avec la sécurité financière du salariat, qui leur retirera toute cette pression-là, tout en leur permettant de pouvoir à disposition toute leur capacité de créativité, peut-être même de création, sans avoir tout le poids que peut être le poids de l'entrepreneuriat. Et faut arrêter de voir ça comme quelque chose qui est exceptionnel. C'est pas exceptionnel, c'est un job. C'est un type de job. Et il y a plein d'autres types de jobs à côté. C'est super enrichissant de pouvoir échanger avec vous sur toutes ces questions-là. J'ai pour tradition, en fait, pour clôturer le podcast, de laisser la parole à mon invité pour finalement un petit peu sceller le podcast et surtout essayer d'évoquer quelque chose qui lui tient à cœur, en tout cas de transmettre aux auditeurs qui vont écouter ce podcast quelque chose qui est plus dans le moment. Alors, des fois, il y en a, c'est des assos, il y en a, c'est vraiment une valeur partagée. Ça serait quoi pour vous, Maud? Moi, ce serait l'équité. C'est-à-dire que je pense que tout ce que j'ai construit et tout ce que je véhicule comme message, c'est autour de cette place-là et on en a parlé ensemble. Mais je tends à voir plus d'équité et je pense que c'est un rôle et c'est une responsabilité commune de tous, femmes comme hommes, et que si on bouge un petit peu les fesses tous, chacun dans notre coin, à faire changer les mentalités, à nous-mêmes mettre notre pierre à l'édifice parce que faut que chacun dans le collectif agisse, on verra des évolutions qui sont extrêmement rapides. Donc, j'aurais tendance à dire que si vous êtes un homme ou une femme et que vous avez autour de vous une personne qui est potentiellement en galère de levée de fonds parce que c'est une femme justement et qu'elle y arrive pas, ou qui a des difficultés X ou Y, essayez peut-être potentiellement d'aider sur ces sujets d'équité, sur ces sujets d'égalité et d'accès aux choses. Et peut-être que d'ailleurs vous aurez fait votre bonne action qui mènera à une très très grosse success story, alors que ça aurait pu être un très très gros abandon parce que vous auriez peut-être pas agi. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.